devant ce concert de louanges extraordinaire pour cette perte monumentale pour l'humanité, enfin pour l'univers, pour la Voie lactée, pour la galaxie, qu'est Valéry Giscard Estaing, qui descend de Louis XV par l'escalier de service, en s'achetant la particule, le D apostrophe, pour pouvoir faire un peu plus noble et pour pouvoir faire un lien fantasmagorique avec l'amiral d'Estaing sous Louis XV. La France perd, oui, un grand homme, brillant, cultivé, écrivain. Bon, une fois qu'on en a terminé de raconter des sornettes, on fait le bilan. Le vrai bilan de Giscard et du giscardisme, parce que nous sommes malheureusement encore dedans, vu que le giscardisme est un antigaullisme à l'état pur, et que c'est l'antigaullisme qui a beaucoup plus structuré la vie politique de la Ve République que le gaullisme lui-même. Je tiens à dire, pour ceux qui me disent que c'est pas gentil de taper sur un mort, qu'au mort on ne doit que la vérité, et que la vérité dans le cas de Valéry Giscard d'Estaing est lourde à porter. Car Valéry Giscard d'Estaing aura été, de l'histoire de France en temps de paix, certainement l'un des plus grands traîtres de l'histoire de notre peuple. D'où le titre de cette vidéo, Giscard, ni pardon, ni oubli. Au passage, c'est une phrase qui a une grande résonance dans l'histoire du judaïsme, mais c'est de toute façon une phrase antique. Le bilan, alors on va essayer de rajouter les 2-3 trucs positifs que l'asperge de Chamalières a dû faire, mais ça tiendra sur un timbre-poste, alors que nous allons énumérer et essayer de trouver la logique à une énumération de toutes ces trahisons. Nous allons les faire les unes après les autres. Mais d'abord, je vais définir un cadre général qui est celui de ce vichisme du temps de paix, pour reprendre le grand gaulliste Alexandre Sanguinetti, et très grand auteur également. Si vous pouvez lire, alors nous allons essayer de les rééditer, mais si vous pouvez trouver l'histoire du soldat ou le J'ai mal à ma peau de gaullisme, de gaulliste, ce sont des livres assez extraordinaires en termes de pensée politique. C'était à l'époque où on pouvait être un homme d'État et penser, cette époque qui d'ailleurs se termine avec Valéry Giscard d'Estaing. Donc, le cadre du giscardisme, c'est ce qu'il appelle la société libérale avancée, et que aujourd'hui, vous appelez macronisme. C'est-à-dire de prendre la part de gauche sociétale la plus faisandée et de l'associer à un capitalisme de connivence et d'utiliser comme superglue la neutralité axiologique libérale. C'est ça, une société libérale à l'avancée, ce que d'autres époques que la nôtre auraient qualifié certainement de société décadente ou de société dégénérée. Une fois que vous êtes dans ce moule-là, qui est un antigaullisme à l'état pur, hein, si vous voulez, le gaullisme étant un triangle institutionnel entre l'homme de caractère, donc le chef, le peuple qui est son partenaire dans le fait de gouverner, contre les ennemis extérieurs et intérieurs, donc contre les féodaux et les impériaux. Et le troisième, c'est, disons, l'organe incarné de survie collective, c'est-à-dire ce qui permet au chef, disons, de contribuer à maintenir le peuple comme sujet politique, c'est l'État. Giscard, on est totalement dans une dimension inverse, c'est-à-dire que l'État doit laisser la place à la gouvernance, le chef devient un communicant, une espèce, si vous voulez, de grand instituteur mondial. François Mauriac l'avait très bien dit. L'un des grands problèmes de l'élection au suffrage universel du président de la République pour la France, c'est qu'on allait revoir des petits êtres sans colonne vertébrale, mais qui se croient sincèrement sortis de la cuisse de Jupiter, et qui pensent que parce qu'ils sont arrivés à cette fonction-là, ils doivent parler au monde. Non.
Ils doivent avant tout suivre les intérêts nationaux du peuple français. Mais ce n'est pas assez pour sa seigneurie. Et ce n'était pas assez pour sa seigneurie Giscard. Donc, devient une sorte de communicant, qui fait de la pédagogie, évidemment, pour un peuple qui est avant tout une sorte de brute épaisse, qui n'est jamais qu'à deux cils ou à deux sourcils du fascisme. Donc, et au peuple, on préfère la société, c'est-à-dire une collection de minorités. Giscard d'ailleurs va commencer à en soigner certaines et va transformer la France dans la société dégénérée qu'elle est aujourd'hui. Il est infiniment plus coupable que François Mitterrand, qui généralement ne fera que qu'embrayer dessus. Alors nous allons commencer les sujets les uns après les autres. Nous allons faire politique intérieure, politique intérieure d'abord, politique extérieure ensuite. Et entre les deux, nous allons essayer de voir les liens géopolitiques et géoéconomiques, si vous le voulez. Premièrement, le Giscard va rester dans l'histoire pour être l'artisan de la guerre civile qui est tout à fait possible en France dans les années à venir, car c'est lui qui va donner au peuple français une immigration incontrôlée. Il faut savoir que Giscard, qui voulait se faire une sorte de Taj Mahal, de mausolée à sa gloire, sur fond public, et qui a priori dû renoncer, du moins temporairement, certainement que ses héritiers soudoieront quelqu'un pour ce faire. Giscard était très soucieux de sa postérité, parce qu'il était assez conscient de ce qu'il avait fait, je pense. Et donc il a tenté de réécrire l'histoire. Prenons l'histoire donc de ce changement de population, qui est la décision du regroupement familial en 78. Les trois hommes à la manœuvre, donc le ministre des Affaires sociales, Michel Durafour, giscardien, le secrétaire d'État à l'immigration, Paul Dijoux, giscardien de choc, et le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, ombre portée de Tonton Crâne d'Obus, sont des giscardiens assumés. Et d'ailleurs, ils assument à l'Assemblée, et c'est Paul Dijoux qui le fait, nous assumons la liberté de l'immigré, nous ne renverrons personne. Évidemment, le regroupement familial est une mesure discrétionnaire des préfets dans les années 20. Elle n'est en aucun cas un volant de politique de masse, elle ne l'a jamais été. Or, le seul avantage, c'est que Giscard ne touche pas au sens premier de l'ordonnance de 45, c'est-à-dire qu'il n'éjecte pas, ce qu'on appellera à tort la double peine, les délinquants immigrés, enfin les délinquants étrangers sur notre sol. Il ne les gardera pas, il maintiendra le fait de les expulser. Donc il n'éjectera pas la mesure, ce que finira par faire, pour le compte du droit européen, Nicolas Sarkozy. Bon. Mitterrand en a rajouté des couches, mais la base est là. Et, vu que dans cette vidéo je suis humaniste, exceptionnellement, hein, donc voilà. Alors, si parfois c'est par raccord avec le personnage, vous m'excuserez, hein, mais j'ai mis mon patch tolérance, j'ai pris mon pas d'amalgame 500, tout ça. Et je tiens déjà à adresser, pour cette partie-là, mes regrets et mes condoléances à l'extrême droite française, aux hommes de la ND, de Sidos et de tous les laquais de l'ultra-droite qui, parce que Giscard était un européiste dont la famille avait été collabo, ce qui est le cas d'Edmond Giscard d'Estaing, son père, et collabo de choc, eh bien, tous ces gens-là, je vous renvoie sur Edmond Giscard d'Estaing aux ouvrages d'Annie Lacroix-Rive, vous allez voir, c'est édifiant. Tous ces gens-là l'ont servi par leur haine frénétique et du gaullisme et de la France. Donc j'en suis bien navré pour vous. Puisqu'aujourd'hui, cette extrême droite se plaint des Arabes et autres que Giscard a fait venir. Avec la complicité de Chirac, certes. Néanmoins, ce sont les giscardiens qui sont à la manœuvre. Alors après, on me dira, oui, mais il a quand même parlé d'invasion. À un moment, il va falloir que vous deveniez adulte. En politique, c'est dans des moments historiques précis que le verbe supplante l'acte. Le 18 juin. Au XXe siècle, je ne vois pas énormément
d'autres discours de cette puissance-là. J'en vois peu, il doit en avoir, mais j'en vois relativement peu. Alors que Giscard peut dire « je ne suis pas content de les avoir fait venir », néanmoins, il les a fait venir. Alors, on peut dire, oui, mais l'Union européenne les protégeait déjà, et par le dialogue des juges entre ce qui était avant la Cour de justice des communautés, ce qui deviendra la CJUE beaucoup plus tard, mais et surtout la CEDH, dont une large part du pouvoir prétorien s'exerce sur le dossier migratoire. C'est vrai. Mais ce pouvoir s'exerce déjà sous le général de Gaulle. La seule chose, c'est que de Gaulle ne plie pas. Giscard plie, parce que dès que, ce qui est normal pour un grand dignitaire xénocrate, dès que l'étranger parle, Giscard se soumet. Il faut dire, vous savez, quand on vient d'une famille de couchés, il est très rare d'arriver à se relever. Les giscardiens, à l'époque, assumaient disons, cette volonté, cette liberté de l'immigré. Alors qu'avant, de la Troisième République jusqu'à Pompidou inclus, le système est assez simple. S'il y a du travail surnuméraire, l'étranger est le bienvenu à une condition, c'est qu'il respecte nos mœurs et nos lois. Dès qu'il n'y a plus de travail, dégage. Sauf s'il s'assimile entre-temps. Là, c'est Giscard qui met fin à ça. Ce n'est pas Mitterrand. J'ai une haine profonde de miteux. Le problème, c'est que c'est pas lui. Ensuite, eh bien, comme on fait venir le flux, il faut réduire le flux national. Nous allons parler de la loi Veil, où on charge la pauvre Simone Veil, qui, à vrai dire, n'avait pas voulu que ça se passe comme ça. Et il faut bien, être clair, le texte de la Constitution est clair. Hors période de cohabitation, le bilan historique d'un mandat est le bilan du président. La lecture de la Constitution est claire. À la rigueur, on peut mouiller le Premier ministre, mais de descendre jusqu'aux lampistes, bon. Tant qu'on y est, il va aussi nous empêcher de nous en plaindre. Je vous rappelle que c'est que les limitations de la liberté d'expression la plus grave, qui est la loi Pleven, date des mêmes années. Et oui, c'est la droite qui allait commencer à bouffer la liberté d'expression en France. C'est pas la loi Guesso, contrairement à une légende répandue, non, la base juridique, c'est la loi Pleven. On va continuer. La mise en l'air en 1975 de notre institution scolaire via la loi Abi, la création du collège unique. Pourquoi pas. En termes de haute technologie, c'est Giscard qui fait capoter Ébule et le plan calcul, donc qui était parmi nos unités technologiques avancées, qui était issu des anciens plans gaulliens qui nous permettaient d'être l'une des nations les plus avancées technologiquement. Le Minitel, c'est plus chancelant. Le Minitel était une bonne création pour l'époque. Le grand problème, c'est la colonisation qui commence sous Giscard des programmes de haute technologie, non plus par les ingénieurs, ce qui était le cas entre autres des grands corps d'ingénieurs, mais par la haute fonction publique stricte. Or, bon, là pour le coup, le Minitel, je suis pas sûr qu'il faille réellement le mettre à son passif, il en a déjà tellement. D'ailleurs, François Mitterrand vous connaissez le jeu de mots avec François Mitterrand, est-ce que Giscard est l'homme du passé ou l'homme du passif? Bonne question. Alors, continuons. En 78-80, son plan de rigueur commence à fragiliser notre hôpital, c'est la première fois. Ensuite, pardonnez-moi, est-ce qu'il en a fait tellement que j'ai pris quelques notes, Ah, allez, on va lui donner 2 satisfaits. Il a fait le divorce par consentement mutuel et l'aide aux handicapés. Merci bien. Hein, je vous rappelle les chiffres. Quand Giscard arrive, il y a 3% de chômage et 3% de croissance, alors que le choc pétrolier, le premier choc pétrolier qui est dû à la guerre du Kippour, est déjà, jugulé. Et quand Giscard va partir, nous serons à 1,1% de croissance et à 6% de chômage. Nous sommes dans des années à forte croissance et à forte inflation, vu qu'on est à la fin de Trente Glorieuses. Le problème, c'est que nous sommes dans la stagflation, c'est-à-dire que nous détruisons la croissance, et je vais vous dire pourquoi tout de suite, ça va être le lien géoéconomique, et malheureusement, l'inflation reste, et l'inflation, si vous voulez, elle doit être maîtrisée par la création de richesses, mais l'avantage de l'inflation, c'est qu'elle permet le déport
de richesse des catégories productives, des catégories improductives, donc rentières, vers l'économie productive. Donc, puisqu'elle bouffe la rente, en fait. Donc, elle force à l'investissement. Et par exemple, elle aidait beaucoup les jeunes à prendre à prendre si vous voulez, des possessions immobilières. Vu que quand vous avez 10% de croissance, vous vous rendez compte que pour pouvoir acheter un appartement, vu que sa valeur va décroître au fur et à mesure, c'est quand même assez avantageux. Voilà une large part du bilan giscardien en politique intérieure. Donc, problème migratoire avec future guerre civile, limitation de la liberté d'expression, destruction du système d'éducation, mise en l'air des plans technologiques et des emplois d'avenir, décrochage de la France d'un point de vue technologique. Pour un seul homme, en 7 ans, c'est pas mal déjà. Mais attendez, le mieux est à venir. Alors, comment Giscard va-t-il faire son coup pour détruire autant de croissance? Eh bien, à vrai dire, c'est assez simple. Et ça, les gaullistes, et particulièrement un intellectuel gaulliste qui est encore en vie, qui est un adorable monsieur d'un âge noble, qui m'avait fait l'honneur de me recevoir à Radio Courtoisie, qui est le grand recteur Charles Orbib, un des grands maîtres des relations internationales, l'écrira avec une préscience extraordinaire dès 1976. Il définit Giscard comme un homme qui, au lieu d'être à la poursuite des intérêts nationaux, va substituer la mondialisation des problèmes. En effet, Giscard, vu que le monde entier a la chance de l'avoir, ce brave homme, cet homme de la gouvernance spectacle, cet homme du mépris de classe quand il va chez les prolos, quand il fait semblant d'aimer l'accordéon, tout est faux chez le personnage. Tout est faux, son CV, sa famille, ses réalisations. Si vous voulez, cet homme est un mensonge. Oh, Mitterrand est une légende, sa propre légende. Mitterrand est si vous voulez, le problème, c'est que Mitterrand se voulait mythologique. Mais il n'a été que mythomane. Voilà. Alors que Giscard est un mythomane compulsif. D'entrée de jeu. Le, Prenez le cas du président Pompidou. Pompidou a jamais, affaire Markovic mis à part, a relativement peu menti sur ce qu'il était. Si vous voulez, ces gens-là ont un tel mépris du peuple français qu'il faut à tout prix faire peuple, cette expression ignoble qui se retrouvera tout autour de Nicolas Sarkozy, entre autres. Eh bien, M. Giscard d'Estaing, pour liquider le système français, va faire trois choses particulièrement graves. Premièrement, c'est sous sa tutelle qu'est fait la division par deux de nos droits de douane dans ce qu'on appelle le Tokyo Round. Donc, comme vous le savez, il y a des rounds de négociation dans ce qui va devenir beaucoup plus tard l'Organisation mondiale du commerce, donc les anciens accords du GATT. Et le Tokyo Round, c'est-à-dire la division par deux des droits de douane et le début des attaques contre notre production, enfin contre nos normes ce qu'on appelle le protectionnisme non tarifaire, donc nos normes protectionnistes. Ça va se faire sous Giscard. Maurice Allais, d'ailleurs, que vous admirez, et pour beaucoup, et ça vous avez raison, indiscutablement, l'avait vu. C'est ce qu'il appelait le tournant de 74. L'ouverture dramatique au libre-échange. Mais attention, quand on fait une boulette, on peut faire un crime par-dessus. C'est la leçon du giscardisme. C'est la fameuse stratagème, j'emploie le mot agent édernalier dans un livre succulent que je vous recommande, Lettre ouverte au colin froid. Eh bien, c'est Giscard, le stratagème du colin froid. Il va rajouter à ça sa germano-servilité, ce qui est tout à fait normal pour un fils de collabo lui-même né à Coblence, qui aura, oui, je sais, il a eu sa petite médaille de la première armée française. Oui, il faut jamais oublier que la première armée, c'est souvent une savonnette à pétiniste. Et c'est pas pour rien. Donc, je vous rappelle que Giscard a été refusé dans la deuxième DB, chose extraordinairement rare. Pour terminer, pris à cause des réseaux dithyrambiques qu'avait son père, qui était inspecteur général des finances lui-même, de terminer dans l'armée d'Afrique sous la recommandation du roi Jean, de l'Ade de Tassigny. Eh bien, il va d'abord donner des droits compensatoires aux Boches, c'est-à-dire que nous, dès que nous dévaluons, ce qui est normal, c'est la respiration d'une économie, parce que nous ne sommes pas faits économiquement comme les Allemands, tout comme le monde entier n'est pas fait comme eux,
et qu'il n'y a pas de devenir Bosch du monde, sauf peut-être pour les laquais de l'Allemagne. Et c'est d'ailleurs le cas de ce qu'est profondément Valéry Giscard d'Estaing, comme l'était son père d'ailleurs. Il va leur donner des droits compensatoires, ce qui va ruiner notre industrie, vu qu'à chaque fois que nous dévaluons pour redonner de la compétitivité à nos entreprises, nous indemnisons l'Allemagne. Pourquoi pas indemniser les autres d'ailleurs, mais non, nous n'indemnisons que les Boches. Ça ne va pas s'arrêter là. On va faire le SME, l'ancêtre de l'euro, le système monétaire européen, c'est-à-dire que nous allons avoir des parités et des parités fixes avec entre autres le Deutsche Mark. Enfin, des parités dites, oui, des parités fixes. Donc, contrairement à des parités stables mais ajustables, ce qui était le système qu'on avait par exemple entre autres au dollar. Au passage, c'est sous Giscard que le dollar, rappelez-vous, devient dollar or. Entre autres parce que Giscard se couche aux accords de la Jamaïque. Mais ça tombe bien vu qu'il va créer la FAF, la French American Foundation, c'est lui qui l'a fait. Je crois, alors c'est à vérifier avec Gérard Ford, je crois, c'est à vérifier. Parce que pour Giscard, il faut, si vous voulez, il faut... C'est vraiment l'architecture mondialiste. Je vous rappelle que ce qui s'appelle aujourd'hui le G7 a pour ancêtre le G5 que Giscard a créé, qui est une organisation qui est là pour, entre autres, flinguer, parce qu'objectivement, il est tout à fait normal que les problèmes globaux se discutent en interétatique dans une enceinte qui est prévue à cet effet, et qui obéit à un traité qui est la charte de San Francisco, qui est l'ONU. Or, Giscard est un des hommes qui essaye de flinguer l'ONU par l'intermédiaire, entre autres, du G5. Le SME, c'est-à-dire on va, quant à lui, détruire totalement l'industrie française, et d'ailleurs ça a été accompagné. Je vous rappelle que la destruction de la sidérurgie française, c'est le plan Barre. Et cette destruction est faite pourquoi ? Parce qu'on va avoir une monnaie beaucoup trop forte. Alors attention, n'oubliez jamais, monnaie forte, monnaie faible, faut pas voir ça comme un combat de bits. En réalité, une monnaie, le problème d'une monnaie, c'est pas d'être forte ou d'être faible, c'est d'être adaptée à l'économie qu'elle a. Si vous voulez, par exemple, il y a un pays qui a des respirations économiques tout à fait parallèles aux nôtres, au franc. Je vais vous surprendre. Le dollar. Nous avons une identité économique assez proche avec les Américains, étonnamment. Mais ça n'étonnerait pas un médiologue, je vous renvoie aux œuvres sur l'Amérique de Régis Debray, entre autres. Ça, c'est tout le bilan de Giscard. Il a fait d'ailleurs le Conseil européen. C'est une création de sa part. Le Parlement européen au suffrage universel, c'est une création de sa part pour pouvoir faire acclimater la domination oligarchique, parce qu'il le dira lui-même aux dernières européennes. Vous inquiétez pas, le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Donc évidemment, Marine Le Pen peut faire tous les groupes qu'elle veut, tout le monde s'en fout, de toute manière d'ailleurs elle est européiste comme les autres. C'est aussi lui qui commence la réintégration dans l'OTAN. Le 12 septembre 1979, nous réintégrons 7 comités militaires de l'OTAN. Au passage, pour revenir juste sur un point sur le Tokyo Round, c'est Giscard de A à Z. En tant que ministre, vu qu'il commence en 73, il se termine en 79. C'est Giscard qui le gère de A à Z. Donc tous les méfaits de ce libre-échange-là, il en est comptable. Et donc vous voyez, destruction de notre outil d'évaluation, destruction de notre industrie, effet destructeur de la première tentative d'arriver à l'euro, et libre-échange. Tout ce qui vous détruit votre vie économique aujourd'hui, c'est à Giscard que vous le devez. C'est un peu comme la fête de la musique, la technoparade, tous les trucs où vous voyez des mecs gonflés aux champignons avec des plumes dans des endroits exotiques. Et bien tout ça, c'est grâce à Jack Lang. Et bien là, c'est pareil. Tout ça, c'est grâce à Valéry. Alors, au passage, ah oui, j'oubliais quand même un truc important. Je vous rappelle que c'est lui qui fait tomber le général de Gaulle en 69. Donc, la grande cassure politique des Français, et surtout, ce qui détruit le projet de participation qui allait proposer à la France un modèle économique totalement nouveau, basé sur la libre entreprise et la fin du salariat. C'est-à-dire que vous ne seriez pas dans vos bullshit jobs, vous seriez peut-être associé d'une boîte, tout en ayant une fonction de salarié, mais un statut d'associé. C'est pas grave, après tout. Au passage, donc, si vous voulez, et là j'adresse mes condoléances à la Reichschancelière et à la germanité, vu que là vous avez perdu ce que vous appelez un ami.
hein, ce qui pour un germanique veut dire un laquais, vu que si vous voulez, c'est, quand vous avez une filia, un ami, vous le voyez parmi la communauté des égaux. Bon. Et ça, la pensée germanique n'en est pas capable. Donc, si vous voulez, un ami, comme Angela Merkel le dit très bien d'ailleurs, l'Allemagne a perdu un ami, c'est vrai, vous avez perdu un laquais, qui était le laquais donc, de Helmut Schmidt, qui était encore le préfacier d'un des derniers ouvrages de Giscard Bis, qui est Europa, en 2014, où il voulait vraiment, vite, faut détruire les nations, vite, parce que le projet s'est enlisé, voilà, il le disait lui-même. Donc voilà, voilà, bon, Giscard est une valise perdue, enfin c'est un bagage oublié de la Wehrmacht, si vous voulez. C'est une butte témoin de la collaboration, comme l'était son père finalement. Et, euh, et le brave VGE, qui donc a quand même participé à parmi les choses les plus graves. On pourrait d'ailleurs ajouter dans la lignée des choses graves le petit Clamart, vu que c'est de son cabinet dont est partie l'information pour les tueurs. On n'a jamais su si c'était parti de lui. Certains penseraient à Michel Poniatowski, mais bon, peu importe. Hein, malheureusement, ces hommes ne pourront être jugés que par l'histoire, et je regrette profondément que leur sang ne soit pas retombé sur nous, hein, comme on dit dans la Bible. Mais voilà, je vais faire un communiqué disant que l'histoire sera la potence que Giscard a méritée. Vous voyez qu'il y a du dossier. Le... Maintenant, on va faire une petite conclusion sur l'homme. Si vous voulez vraiment vous sentir mal à l'aise, et si vous voulez voir ce qu'est un exemple de harcèlement sexuel fait, vous savez, par ce genre de beaufs qui sont dans le métro à se frotter contre les filles avec les mains moites, eh bien, je vous conseille de lire l'œuvre littéraire du président Giscard d'Estaing qui s'appelle Le Passage, euh, qui est une merde, hein. C'est vraiment de la merde. C'est écrit avec les genoux à la presse hydraulique. Il a eu l'académie parce que, vous savez, c'est toujours cette mentalité de nouveau riche, c'est chez ces gens-là. Alors que lui l'a eu, alors que Jean Raspail ne l'a pas eu. Raspail ne l'a pas eu, lui l'a eu. Si vous voulez, ça a été d'ailleurs l'un des points, tout comme la réforme Abi est l'un des grands débuts de la destruction de notre système d'éducation, autant l'arrivée de Giscard à l'Académie est un des signes lourds de la décadence de cette noble institution. Alors, je n'ose pas sur est-ce qu'il voulait tringler les Didier, etc. Enfin, il avait un rapport aux femmes un peu particulier. Et si vous voulez, si vous voulez que je termine sur une note positive, je vous dirais que l'une des seules choses qu'on peut dire merci à Giscard d'Estaing, c'est d'avoir, à mon avis, vu son œuvre de destruction de la France sur 2 mandats et non sur un seul. C'est pour ça que, tenu par sa majorité gaulliste, qui d'ailleurs va beaucoup l'emmerder parce que c'est un traître et que c'est les gaullistes pour arrêter le massacre, parce que vous voyez tout ce qu'il a fait, qui vont appeler à voter Mitterrand, c'est le complot mené par Philippe de Chartres, hein, par les gaullistes sociaux, pour arrêter ce traître, et, euh, et qui va aboutir à l'élection de François Mitterrand. Et en réalité, la destruction de la France par Giscard, qui était avant tout économique, et la destruction des outils de souveraineté par l'Union européenne, hein, l'Union européenne perd l'un de ses grands prêtres, et d'ailleurs, il est enterré avec le drapeau européen. D'ailleurs, ils avaient mis un drapeau français pour la forme, mais fondamentalement, c'est un grand Européen et un traître à la France, parce que l'un va souvent avec l'autre. Hein, il faut faire l'Europe, disait Pierre Laval. Et autre grand Européen, malheureusement, dont on méconnaît dont on méconnaît l'œuvre européenne, hein, parce qu'elle est tout à fait parallèle à celle d'Edmond Giscard d'Estaing. C'est qu'il n'a pas touché tout de suite aux régaliens, particulièrement à la police, à l'armée, etc. Il a été obligé de nommer Bijard alors qu'il ne pouvait pas le supporter, tout simplement parce qu'il est aussi corseté par une partie des gaullistes. Il ne faut jamais l'oublier. D'ailleurs, l'un des seuls points positifs à mettre du giscardisme, c'est la loi sécurité-liberté, mais elle est extorquée à Giscard par Perfit et à la rigueur légèrement par Poniatowski. Donc,
je ne peux que, si vous voulez, n'oubliez jamais qu'il y a la banalité du mal chez Arendt, mais Giscard, c'est autre chose que ça. Giscard, c'est la médiocrité du mal. Vous voyez ce qu'un homme décidé à détruire la France peut faire à lui seul avec ses équipes. C'est déjà pas mal. Même quand cet homme n'est rien. Ce qu'il est, objectivement. Et si le mal a tous les audaces, le bien doit avoir tous les courages. Vous voyez? C'est maintenant le grand défi de notre génération. Faire disparaître Giscard de la mémoire française. Et ne retenir de lui que ce qu'il y a à en retenir. Et là, je ne peux citer, je ne peux que conclure par le plus grand ouvrage jamais écrit sur Giscard, qui est de Pierre Boutan, Précis de Foutriquet, qui résumait Giscard en ses trois qualités en ses trois qualités primordiales et uniques: Giscard, le menteur, le pourrisseur, le fossoyeur. Voilà, toutes mes condoléances.